Tu es devenue une vieille inutile. Elle l'a dit sans lever les yeux, debout dans ma cuisine, son manteau encore sur les épaules, une clé USB dans une main, l'autre cherchant quelque chose dans son sac à main. Une phrase jetée comme on jette une serviette sale après usage. J'étais debout près de la table, mon torchon à la main, encore chaude du four, une quiche au poireau à peine posée. Je n'ai pas compris tout de suite. Mon cerveau s'est arrêté sur inutile, comme si les autres mots avaient fondu avant d'atteindre ma conscience. Je n'ai rien dit, je n'ai même pas pleuré. À mon âge, on ne pleure plus. On encaisse, on note, on range dans un tiroir intérieur, celui que personne ne voit, où s'entassent toutes les phrases qui font mal. Mais celle-là avait une forme particulière, tranchante, froide, définitive. Ma fille s'appelle Estelle, 47 ans, directrice d'une boîte de communication à Bordeaux, des tailleurs chers, des mots coupants, un agenda serré. Elle vient me voir une fois par mois, parfois moins, toujours pressée, toujours un appel en attente. Elle entre, critique une chose ou deux, la nappe trop vieillotte, la télé qui n'est pas connectée, puis elle repart. Et moi, je souris. Je lui prépare un cake au citron, je lui tends une boîte de conserve faite maison, je lui propose du thé. Une vraie petite idiote. Ce matin-là, elle est venue plus tôt que prévu. Je n'avais pas eu le temps de me coiffer. Elle est entrée sans dire bonjour, a branché sa clé USB sur mon ordinateur, puis a commencé à me parler de documents à signer. Apparemment, elle voulait faire une mise à jour sur un dossier de succession, pour que tout soit plus simple si jamais il t'arrive quelque chose. Je lui ai demandé si ça concernait la maison. Elle a haussé les épaules. Oui, en partie. De toute façon, on en parlera plus tard. Puis, comme je ne répondais pas, elle a regardé autour d'elle. Tu pourrais vendre cette maison et aller en résidence. Franchement, maman, tu ne sers plus à rien ici. Tu es devenue une vieille inutile. Voilà, le coup. Net. J'ai eu envie de rire, figure-toi. Mais un rire sans joie, un truc nerveux. Inutile, le mot tournait dans ma tête comme une mouche qu'on n'arrive pas à chasser. Inutile à qui? À elle? À la société? À moi-même? J'ai repensé à mes nuits sans sommeil depuis la mort de son père, à mes courses avec le dos en compote, à mes tartes faites avec les mains qui tremblent, à mes économies partagées pour aider sa fille à faire du piano. Je suis allée dans le couloir. Elle a dit: Tu vas où? J'ai répondu que j'avais besoin d'air. J'ai enfilé mon manteau et je suis sortie. Pas de sac, pas de téléphone, juste moi, mon cœur en vrac et cette phrase dans le dos comme une dague invisible. Le froid m'a fait du bien. Novembre, ici est sec, mordant. Le vent balaye les feuilles mortes avec la même brutalité qu'elle balayait ma dignité. Je suis montée jusqu'à la petite butte, derrière l'école, là où les enfants ne jouent à plus depuis qu'on a mis des grilles partout. Il y a un vieux banc en bois que personne n'entretient. J'y vais souvent. Mon mari et moi y venions le dimanche, après le marché. On s'asseyait avec notre sac de pommes, on regardait le quartier. Il aimait dire: un jour, tout ça ne nous appartiendra plus. Mais qu'il sache au moins que c'est nous qui l'avons bâti. Alors voilà, j'y suis restée un long moment. Je regardais les maisons en contrebas, celle des Dupuis, celle des jeunes avec le chien trop bruyant, et la mienne, là, avec ses volets bleus délavés. Une vieille maison, oui, comme moi, mais pas inutile, jamais inutile. Je me suis souvenue d'un détail, un petit fait oublié. Il y a 15 ans, mon mari avait fait faire un testament. Il n'en parlait pas beaucoup, mais il avait dit: si un jour je pars avant toi, ouvre la boîte dans l'armoire du fond, celle derrière les boîtes de laine. Je ne l'avais jamais ouverte, elle était toujours là, je l'avais même oubliée. Mais maintenant je me suis levée, j'ai descendu la butte, le cœur plus lourd que les jambes, j'ai traversé la rue, rentré chez moi. Estelle n'était plus là. Le plat était intact sur la table, mon ordinateur éteint. J'ai monté les escaliers lentement, mon dos criait, mes genoux grinçaient. Mais chaque pas me ramenait une pensée. Chaque douleur réveillait une force. J'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti les boîtes de laine. Derrière, la petite boîte en fer, celle avec des fleurs rouges délavées. Je l'ai posée sur le lit. Je l'ai ouverte et j'ai lu. Tu veux savoir la suite? Tu vas la lire. Parce que vieille, peut-être, mais inutile, jamais. Ma maison n'a jamais été grande, mais elle avait cette odeur particulière que seules les vieilles maisons de femmes seules savent garder.
Un mélange de cire, de linge propre, de soupe réchauffée et de souvenirs. En ouvrant la boîte en fer ce soir-là, cette odeur m'a semblé soudain étrangère, comme si quelque chose en moi venait de basculer. Peut-être parce qu'au fond, je savais. Je savais que ce que j'allais lire allait changer l'ordre des choses. Et qu'après, rien ne serait plus jamais tout à fait pareil. Dans la boîte, il y avait une liasse de papier soigneusement pliée. Mon mari, Marc, n'était pas un homme à faire les choses à moitié. Ancien comptable dans une société de transport, il avait passé sa vie à classer, étiqueter, archiver. Il disait souvent que les mots écrits protègent le mieux que les promesses. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire. Ce soir-là, j'ai compris. Le testament était là, bien à sa place, daté de janvier 2009, signé de sa main, avec le tampon du notaire de Castanet. Je me souvenais maintenant. Il avait insisté pour y aller seul, disant que tout serait plus simple ainsi. À l'époque, je n'avais rien questionné. J'avais confiance. Et puis on était encore heureux, Estelle venait souvent, Lolo était petite, on parlait d'acheter une maison de vacances à la mer, une autre époque. J'ai lu le document 2 fois, d'abord vite, avec l'angoisse au ventre, puis lentement, en articulant chaque mot. Et les phrases se sont imprimées dans mon corps comme des tatouages invisibles. Je désigne comme usufruitière de la totalité de mes biens ma femme, Cécile Fournier, née Durand. En cas de prédécès, tous mes biens mobiliers et immobiliers devront lui revenir en pleine propriété. Et plus loin, aucun transfert anticipé ne devra être effectué sans son consentement express, écrit et certifié. Tout était là, j'étais protégée, tout était à mon nom, et la maison que nous avions achetée ensemble en 1983 m'appartenait pleinement. Les transferts faits depuis, ceux qu'Estelle avait fait signer pour simplifier les choses, n'avaient pas de poids sans mon consentement explicite, validé devant notaire. Et moi, idiote, je lui avais fait confiance. J'avais signé sans lire, pensant qu'elle me protégeait. Elle préparait l'inverse. Je suis restée là, assise sur le lit, avec les papiers sur les genoux. La lumière de la lampe de chevet faisait briller la petite agrafe en métal, et d'un coup, tout m'a semblé clair. Ce n'était pas juste une maladresse, ce mot inutile, ce n'était pas une colère passagère, c'était une pensée enracinée, elle y croyait, elle me voyait comme un poids. Je suis descendue à la cuisine, j'ai remis le plat au frais, lavé la vaisselle, essuyé le plan de travail. Geste par geste, j'ai repris possession de chez moi. Ce n'était pas juste une maison, c'était mon monde, mon dernier territoire, et elle venait d'essayer de le rayer. Je suis allée dans le salon, j'ai ouvert mon carnet à spirale, celui où je note les numéros de téléphone, les idées de repas, les médicaments que je dois renouveler. À la page du bas, entre le docteur Lacombe et la coiffeuse, j'ai écrit 3 mots. Me protéger, agir, noter tout. Puis j'ai allumé la lampe du bureau et j'ai sorti mes papiers à moi, mes relevés, les virements que j'ai faits à Estelle en cas de besoin, l'aide que j'ai apportée pour l'achat de sa voiture, les factures de vacances où j'avais contribué un peu pour qu'il puisse emmener Lolo à Lisbonne. En 3 ans, c'était presque 17 000 euros. Toujours en silence, toujours sans attendre. Mais aujourd'hui, tout prenait une autre teinte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Vers 4 heures du matin, je suis montée au grenier. J'ai cherché la grande valise bleue dans laquelle Marc gardait ses dossiers avant d'avoir un bureau. Dedans, j'ai retrouvé de vieilles fiches de paie, notre premier contrat de prêt, et un double du titre de propriété de la maison. Il y avait même une photo de nous deux devant l'agence immobilière, en 83. Moi, en robe verte, lui, les cheveux dans bataille. Le papier a jauni, mais pas mon souvenir. Au matin, je suis descendue dans la cour. Le soleil d'automne perçait entre les arbres. La vieille voisine, Madame Perrier, m'a saluée par-dessus la haie. « Bien dormi, Cécile ?» J'ai souri. Pas encore, mais je vais mieux. Et c'était vrai, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais que je n'allais plus me taire. Quand je suis rentrée, le répondeur clignotait. 3 messages, un de la pharmacie, un de la mutuelle et un d'Estelle. Sa voix était sèche. Maman, j'ai oublié de te dire, jeudi prochain, il y a une estimation de ta maison. Un agent immobilier passera dans l'après-midi. Ce n'est rien d'engageant, juste pour avoir une idée. Reste disponible. Pas notre maison, ta maison. Mais c'est elle qui envoie quelqu'un, sans me demander. Je me suis assise lentement, j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Tu dis que je suis devenue inutile. Alors écoute bien, Estelle.
Tu vas voir ce qu'une vieille inutile est encore capable de faire. Quand Estelle a débarqué avec son air pressé et son tailleur beige, 3 jours plus tard, je l'attendais. Je n'avais pas refermé la porte à double tour comme d'habitude. J'avais laissé le portail ouvert, la boîte aux lettres vide, la sonnette bien dégagée. Je voulais qu'elle entre facilement, qu'elle se croie encore chez elle. Mais cette fois, c'est moi qui tenais le rôle principal. Elle n'a même pas pris le temps d'un bonjour. Juste un regard rapide sur ma robe, trop sombre à son goût sans doute, et une remarque sur la nappe. Toujours les vieux motifs à fleurs. Tu pourrais faire un effort, maman, si on veut que la maison donne une bonne impression. Je n'ai pas répondu. Je lui ai proposé un café qu'elle a décliné, évidemment. Elle n'a jamais aimé le mien. Trop fort, trop serré, trop tout. C'est ça, une fille qui juge avant de comprendre. Elle s'est assise au bout de la table, comme une directrice en réunion. Elle a sorti des feuilles de son sac, les a posées devant elle. Voilà les estimations. Si on vend dans les 6 mois, on peut obtenir facilement dans les 240 000. Il faut juste que tu signes ici pour qu'on commence à mettre en valeur. Elle parlait vite, les yeux rivés sur les chiffres. Je les regardais sans l'interrompre. Une partie de moi voulait lui hurler dessus. Une autre voulait juste comprendre à quel moment elle avait cessé d'être ma fille pour devenir ce personnage étranger, si poli, si sec. Quand elle a fini son discours, j'ai simplement dit « Et moi dans tout ça ?» Elle a levé les yeux, agacée. « Comment ça, toi ? C'est ta maison, oui, mais tu ne peux plus t'en occuper correctement. On te rend service. » Service ? En me poussant dehors ? Elle a soufflé. Tu te fais des idées ? Je ne te pousse pas. Je t'aide à anticiper. On va trouver une résidence tranquille. Il y en a de très bien à Ramonville. Avec jardin, bibliothèque, des gens de ton âge. C'est à ce moment-là qu'elle a sorti cette phrase qui m'est restée dans la gorge comme un noyau de cerise. Maman, tu n'es plus fonctionnelle. Tu es fatiguée, tu oublies des choses. Tu fais ce que font toutes les vieilles personnes. Tu t'accroches à un passé qui n'existe plus. Je l'ai regardée longuement, je me suis levée, je suis allée chercher la boîte en fer. Elle n'était plus cachée derrière les boîtes de laine. Je l'avais placée bien en vue sur la commode, à côté de la photo de Marc. Quand je suis revenue, elle m'a suivie du regard, intriguée. Je l'ai posée doucement sur la table. J'ai ouvert le couvercle, j'ai sorti les papiers. J'ai laissé ses yeux lire ce que je savais qu'elle reconnaîtrait. Son visage a changé de couleur. Le rouge est monté, puis a cédé au blanc. Elle a tendu la main, pris le document, l'a lu en diagonale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le testament de ton père. Authentique, non contesté, toujours valide. Elle a commencé à parler vite. Mais maman, c'était avant. Tu sais bien que depuis on a fait des démarches, tu m'as signé des autorisations. Je n'ai jamais signé devant notaire. Et sans mon consentement écrit certifié, tout ce que tu as préparé n'a aucune valeur. Le silence a rempli la pièce. Un silence dur, lourd, qui sentait le café froid et la dignité retrouvée. Elle a posé les feuilles, s'est reculée sur sa chaise. Elle n'était plus dans la posture de la femme sûre d'elle. Elle semblait plus jeune d'un coup, plus fragile, ou peut-être juste prise la main dans le sac. « Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, maman ?» Jusqu'au bout de quoi ? De protéger ce qui m'appartient ? De refuser d'être traitée comme un meuble qu'on revend ? Oui, je veux. Et je peux ? Elle a baissé les yeux. J'ai vu sa mâchoire se crisper. Elle n'avait pas prévu ça, pas prévu que je garde des preuves, pas prévu que je sache lire un acte notarié, pas prévu que je me tienne encore droite à 78 ans. Tu as fait tes choix, Estelle. Tu m'as appelée inutile. Aujourd'hui, je te montre ce que vaut une femme inutile. Elle lit, elle comprend, elle se défend. Elle s'est levée, lentement, a rassemblé ses papiers. Je dois réfléchir. Réfléchis bien. Moi, j'ai déjà réfléchi. Quand la porte s'est refermée, je suis restée debout, au milieu de ma cuisine. La nappe à fleurs me semblait plus belle que jamais. Le vieux carrelage, le frigo qui grince, la chaise qui boite, tout cela c'était ma vie, et personne n'allait me la prendre. J'ai pris mon carnet. J'ai tourné la page. Étape suivante, rendez-vous chez le notaire. C'est Lolo qui m'a redonné un peu de lumière cette semaine-là. Elle est arrivée le samedi, toute seule, avec son vélo bleu et son sac à dos trop grand pour elle, 13 ans. L'âge où la voix change, où les bras deviennent trop longs pour les vestes d'enfant, où les yeux commencent à poser des questions qu'ils n'osaient pas poser avant. J'étais sur le banc devant la maison, à écosser des haricots. Elle a freiné brusquement devant le portail et m'a lancé un sourire.
Je l'ai reconnu tout de suite. Ce n'était pas le sourire poli des derniers mois, celui que les enfants font quand ils savent que leurs parents les surveillent. C'était un vrai sourire, un de ceux qu'elle avait petits, quand elle sautait dans mes bras en criant « Mamie ! Salut mamie, je peux rester un peu ?» Je n'ai pas demandé la permission à sa mère, et elle ne m'en avait pas demandé non plus. C'était un de ces moments où les choses se font simplement sans qu'on ait besoin de les justifier. Elle a posé son vélo, retiré ses chaussures, et est entrée comme avant, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Dans la cuisine, elle s'est assise à la table, là où sa mère s'était assise 3 jours plus tôt avec ses papiers. Elle a regardé autour. Les rideaux, les plantes sur le rebord de la fenêtre, la photo de Marc. Puis, elle m'a regardée. Maman a dit que tu voulais vendre la maison. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai sorti de verre, de l'eau fraîche, un reste de tarte aux pommes. Puis je me suis assise en face d'elle. Non, Lolo, ce n'est pas moi qui veux vendre, c'est ta mère. Elle a baissé les yeux. Ses doigts jouaient avec la serviette en papier. Elle dit que c'est trop pour toi, que tu es fatiguée, que tu oublies des choses. J'oublie des choses, oui, mais pas l'essentiel. Et sûrement pas qui je suis, ni ce que cette maison représente. Elle a hoché la tête, très doucement, puis elle a murmuré « Je ne veux pas qu'on la vende. » J'ai senti ma gorge se nouer. J'ai tendu la main, elle l'a prise. Sa paume était chaude, tremblante un peu. Tu sais, Lolo, ton grand-père a construit ici un endroit sûr. Pour moi, pour ta mère, et peut-être un jour pour toi. Ce n'est pas juste une maison, c'est une mémoire. Elle m'a regardée sans parler, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose passer. Pas de la peur, de la colère peut-être, ou une sorte de honte. Maman parle souvent comme si t'étais un problème, comme si t'étais en trop. Ce mot-là, je l'avais entendu déjà, sous une autre forme, sous d'autres lèvres, mais il blessait tout autant. Et toi, tu crois que je suis en trop? Elle a secoué la tête. Non, t'es la seule personne qui m'écoute vraiment. Je me suis levée d'un geste lent pour ne pas faire tomber mon émotion. J'ai sorti la boîte en fer. Encore. Mais cette fois, je l'ai ouverte devant elle. Tu sais ce que c'est, ça? Elle a lu les papiers, lentement, sans tout comprendre. Je lui ai expliqué les grandes lignes, le testament, la maison, les signatures, le respect qu'on me devait. Et pourquoi maman dit le contraire alors? Parce qu'elle a oublié. Elle a oublié ce que c'est que de recevoir. Elle croit que tout lui est dû. Un silence. Puis elle m'a demandé: Tu vas la dénoncer? Non, Lolo, je vais simplement me protéger et poser des limites. Et si elle se fâche? J'ai souri. Qu'elle se fâche. Moi, je ne veux plus avoir peur. Elle a hoché la tête. Elle a pris un morceau de tarte puis a dit: Je peux rester dormir ici ce soir? J'ai hésité, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je savais que ça allait provoquer une tempête. Mais je l'ai regardée, cette enfant presque femme, assise là, droite, avec ses silences et ses grands yeux, et j'ai compris que la vraie tempête, c'était ce qu'on faisait aux liens quand on les tord pour qu'ils rentrent dans des agendas. Bien sûr, ma chérie, le lit est toujours prêt pour toi. Elle a souri, et ce soir-là, on a mangé ensemble, sans télé, sans téléphone, sans tension, comme avant. Elle m'a aidée à faire la vaisselle. Elle m'a demandé de lui relire un vieux passage d'Heidi, comme quand elle avait 8 ans. Elle s'est endormie avec les cheveux en bataille et une chaussette sur deux. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement. Le lendemain matin, j'ai décidé que le rendez-vous chez le notaire ne pouvait plus attendre. J'ai appelé maître Delmas le lundi matin. Sa secrétaire m'a reconnue tout de suite. Madame Fournier? Ah oui, bien sûr, je vous trouve un créneau dans la semaine. Vous préférez mercredi ou jeudi? Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je n'avais pas envie de résumer ma vie en une phrase. Je voulais juste une date, une chaise, une porte fermée et un regard droit. J'ai choisi jeudi. Ça me laissait 3 jours pour rassembler les pièces. Et le courage. Je suis descendue à la cave avec ma lampe. Le sol y est poussiéreux, ça sent la terre et le bois mouillé. Mais c'est là que Marc rangeait tout ce qu'il jugeait important. J'y ai retrouvé un vieux classeur gris, jauni sur les bords, avec une étiquette écrite de sa main, copie acte, plus divers. Il avait glissé dedans une copie complète de notre achat de la maison, nos anciens prêts remboursés jusqu'au dernier centime, et surtout un papier que j'avais presque oublié. Un petit contrat manuscrit, signé entre nous deux, devant témoins, dans lequel il précisait noir sur blanc que toute dépense majeure ou transformation liée à la maison devait toujours être faite à 2 voix. Ce n'était pas un papier notarié, mais c'était une trace.
Une preuve de notre pacte moral. Je suis remontée avec la boîte en fer, le classeur gris et mon carnet. J'ai tout posé sur la table du salon et j'ai commencé à trier. Chaque facture, chaque virement, chaque relevé, j'ai fait des piles. Les aides à Estelle, les frais pour Lolo, les chèques signés quand elle avait perdu son travail en 2018, et puis ceux pour sa voiture, son déménagement, son cabinet de psy. Rien que là, plus de 25 000 euros. Toujours moi qui donnais, jamais elle qui proposait. Vers midi, j'ai reçu un message de sa part. Sèche, comme toujours. J'ai réfléchi, on ne va pas vendre tout de suite, mais il faut qu'on parle sérieusement. Tu ne peux pas rester seule ici éternellement. Je passe samedi. Pas on peut parler, pas est ce que tu veux. Il faut qu'on parle. Son ton n'avait pas changé. Elle n'avait pas peur, elle pensait encore que je finirais par plier. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà vu le notaire dans ma tête, que je l'entendais déjà me dire: Vous avez tous les documents, madame, vous êtes protégée. Le mercredi soir, j'ai préparé mes vêtements pour le lendemain, un tailleur que je n'avais pas mis depuis longtemps, pas pour impressionner, pour moi, pour me rappeler que j'étais encore quelqu'un, que je n'étais pas qu'un tablier, un chéquier ou une femme qui tient debout par habitude. J'ai mis mes papiers dans une chemise. Sur la couverture, j'ai écrit au stylo bleu: Pour mémoire. C'était ça que je voulais défendre. Ma mémoire, ma voix, mon nom. Jeudi matin, j'ai pris le bus de 9h02. J'ai mis 20 minutes à arriver dans le centre. Il pleuvait doucement. Une pluie fine, presque élégante. J'ai marché lentement sous mon parapluie, le cœur tendu comme un drap qu'on étend trop fort. L'étude d'Elmas est dans une vieille maison au volet vert. À l'intérieur, tout est silencieux, feutré, avec cette odeur de papier et de bois poli. La secrétaire m'a souri. Maître Delmas va vous recevoir tout de suite. Il est entré dans le bureau avec la même démarche que Marc. Droite, lente, avec ce calme des hommes qui savent lire entre les lignes. Bonjour, Madame Fournier. Que puis-je faire pour vous? J'ai posé la chemise devant lui. Il a mis ses lunettes. Il a lu en silence. Longtemps. Il ne m'a pas interrompu. Pas une seule fois. Puis, il a relevé la tête. Vous avez tout gardé, c'est rare. Je suis bibliothécaire à la retraite. Je sais que ce qui n'est pas noté disparaît. Il a souri doucement, puis il a dit, en tapotant le testament de Marc du bout du doigt: Ce document est toujours valide, et en vertu de ce que vous me montrez ici, vous êtes la seule décisionnaire sur cette propriété. Toute vente ou transfert nécessite votre accord, signé et enregistré. Sans cela, rien ne peut être fait légalement, pas même une estimation. J'ai senti mes épaules se relâcher. Pas complètement, mais assez pour respirer un peu mieux. Et les aides que j'ai données à ma fille. Je n'ai pas toujours noté cadeau. C'était souvent des virements avec une simple mention pour toi, ou petit coup de pouce. Elle ne pourrait jamais les réclamer. Et en retour, vous êtes en droit de montrer qu'il y a eu abus de faiblesse. Si elle continue à vous pousser à des décisions contraires à votre volonté, je peux vous aider à formaliser un document qui pose les choses. Ça vous intéresserait? J'ai acquiescé. Oui, pour la première fois depuis des mois, je voulais poser les choses, légalement, définitivement. Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Vous savez, Madame Fournier, ce que vous faites là, ce n'est pas juste défendre une maison, c'est rappeler que les vieux ont une voix et qu'elle mérite d'être entendue. En sortant, la pluie avait cessé. J'ai replié mon parapluie, marché un peu. Devant la vitrine d'un petit café, je me suis arrêtée. Je me suis dit: Cécile, tu viens de faire un grand pas. Tu ne laisses plus les autres écrire ton histoire. Tu reprends ton stylo et j'ai commandé un café noir. Fort, bien trop fort pour Estelle, parfait pour moi. Le samedi, elle est arrivée avec son manteau trop clair pour l'automne et ce parfum fort qu'elle mettait déjà à 20 ans quand elle rentrait à la maison les dimanches soirs, la tête pleine de ses études, les bras pleins de lessive. Mais cette fois, elle ne portait rien. Ni linge à laver, ni question. Juste son sac à main, une pochette de documents et cette voix posée, faussement douce, que je connaissais par cœur. Maman, tu as un peu de temps? Je l'attendais, assise dans le salon. Tout était en ordre. Les rideaux tiraient juste ce qu'il faut pour laisser passer la lumière. Le vieux tapis secoué, les papiers rangés, la boîte en fer, fermée, bien visible sur le buffet. Je ne voulais pas jouer à la surprise. Je voulais qu'elle sache que tout était prêt. Moi surtout. Bien sûr, assieds-toi. Elle s'est installée sur le canapé, celui qu'on avait acheté ensemble après la naissance de Lolo. Je me souviens encore de sa joie ce jour-là. C'était rare qu'on achète quelque chose de neuf. Elle avait choisi la couleur.
anthracite, moderne. Aujourd'hui, elle s'assied dessus comme dans une salle d'attente, les mains croisées, le regard dur. Je pense qu'on s'est mal comprise. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissée parler. Elle n'aime pas le silence, elle le remplit souvent mal. Je ne veux pas te faire de mal, tu le sais, mais je vois bien que tu fatigues. La maison est trop grande, il y a des marches, les volets sont lourds. Tu le dis toi-même parfois. Je dis que j'ai mal au bras, pas que je veux partir. C'est pareil, maman. J'ai levé les yeux vers elle, j'ai respiré profondément. Non, Estelle, ce n'est pas pareil. Avoir mal, ce n'est pas renoncer. Vieillir, ce n'est pas disparaître. Elle a changé de ton, moins patient, plus tranchant. Tu ne peux pas rester figé dans le passé, un jour ou l'autre. Il faudra agir. Et mieux vaut que ce soit maintenant, pendant que c'est encore toi qui décides. C'est toujours moi qui décide. Elle a souri, ce petit sourire en coin qu'elle pense rassurant, mais qui a le goût du mépris. Je sais que tu es allé voir un notaire. Je m'en doutais. Tu es têtu. Non, je suis lucide. Un silence. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Me sortir de ta vie? Non, juste remettre chaque chose à sa place. Elle s'est levée, fait 2 pas dans la pièce, regardé les murs comme si elle les évaluait. Puis elle s'est tournée vers moi, soudain plus nerveuse. Tu ne peux pas vivre ici seule encore 10 ans, c'est irresponsable. Tu parles de ma responsabilité à moi, et la tienne, me faire signer des papiers sans m'expliquer, faire venir un agent immobilier dans mon dos. Parler de moi comme d'un fardeau, tu crois que c'est responsable? Elle a blêmi, une ombre est passée dans ses yeux. Elle a compris que je savais, que je n'étais plus dans l'ignorance commode. Ce n'était pas contre toi, c'était pour anticiper. Je voulais que tout soit en ordre. En ordre pour qui? Pour toi? Pour ton confort? Pour que tu puisses dire: «J'ai bien géré la fin de vie de maman»? Elle n'a rien dit. Je me suis levée lentement. J'ai pris la boîte. Je l'ai ouverte. Je lui ai tendu un papier. Tu reconnais ça? Elle l'a pris sans le lire. Elle savait ce que c'était. Elle a juste demandé: Tu veux me faire du mal? Non, je veux que tu comprennes. Je ne suis pas qu'un nom sur un acte de propriété. Je suis ta mère. J'ai donné. Je me suis tue. J'ai aidé. Mais je ne suis pas un fonds de pension ni un meuble à déplacer. Elle a serré le papier dans sa main. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était juste figée, comme une enfant qu'on aurait surprise à tricher. Je me suis approchée. J'ai posé la main sur son bras. Estelle, je n'ai jamais voulu te faire peur, mais je veux que tu entendes quelque chose, une bonne fois. Elle a levé les yeux. Je ne partirai pas d'ici, ni aujourd'hui, ni demain, et tu n'as pas le pouvoir de me forcer. Pas tant que je suis debout, claire d'esprit, et capable de dire non. Elle a voulu parler, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Tu as une fille. Lolo m'a dit des choses. Tu crois que ça ne compte pas pour elle? Ce que tu fais? Ce que tu deviens? Tu crois qu'elle ne voit pas? Là, elle a vacillé. Ce nom-là, prononcé dans ce silence, c'était un miroir. Elle n'aimait pas s'y voir. Je fais ce que je peux. Moi aussi, un long moment est passé. Elle a posé le papier sur la table, puis elle a dit, la voix plus basse: Et maintenant? Maintenant, on arrête les jeux. Tu veux parler? On parle. Mais plus d'agents dans mon dos, plus de signatures volées. Tu veux mon aide? Tu la demandes? Tu veux mon accord? Tu l'obtiens. Sinon, plus rien. Elle a ramassé son sac, a pris une inspiration et m'a regardé longtemps. Très bien, si tu veux la guerre, tu l'auras. Et elle est partie. Je suis restée là, le cœur battant. Non pas de peur, mais de fatigue, d'un genre de lassitude froide, profonde. Je savais que ce n'était pas fini, mais je savais aussi que je n'étais plus seule. Lolo m'avait dit: Tu es la seule qui m'écoute. Et ça, Estelle ne pouvait pas l'effacer. Elle est revenue un dimanche matin, comme une gifle qui aurait choisi l'heure du café. J'étais encore en robe de nuit, les volets mi-clos, le pain au four et la radio en fond, quand on a frappé à la porte. 3 coups, rapides, insistants. J'ai cru à un voisin, peut-être Madame Perrier qui venait m'apporter des œufs, mais non, en ouvrant, je suis tombée sur elle, Estelle. Pas coiffée, pas maquillée, pas cette apparence de contrôle qu'elle s'applique d'habitude à afficher comme une armure. Juste elle, debout, les traits tirés, les yeux cernés. Je peux entrer? J'ai ouvert sans répondre. Elle a déposé son sac au sol et s'est assise directement, comme si elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Je n'ai rien dit. J'ai remis le pain dans le four éteint, versé 2 tasses de café. J'ai posé la sienne devant elle. Elle l'a prise. C'est toujours le même café trop fort qu'elle n'aime pas.
Cette fois, elle n'a pas protesté. J'ai reçu un courrier de maître Delmas. J'ai hoché la tête. C'était prévu, une lettre simple, polie, claire, rappel des droits, mention du testament, interdiction de tout projet de vente ou d'estimation sans mon autorisation formelle. Un document sans colère mais ferme, comme il faut. Tu avais donc tout préparé. Non, j'ai simplement réagi. Tu as lancé la première pierre. Elle a bu une gorgée, grimaça légèrement mais continua. Philippe dit que j'ai été trop loin, qu'on aurait dû parler. Mais tu sais ce que c'est, maman, parler avec toi, c'est comme essayer d'ouvrir une porte vieille de 50 ans. Ça grince, ça bloque, et parfois ça claque au visage. J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais c'est ma porte. Un silence. Tu crois que je ne t'aime pas. Je crois surtout que tu ne sais plus comment. Elle a posé sa tasse, la tête penchée vers le sol. Je t'en veux depuis des années, pour ta patience, pour ton silence, pour ton amour inconditionnel. Tu m'as laissé tout faire, tout dire, sans jamais me remettre à ma place. Tu étais là, toujours, comme un mur, et j'ai fini par taper dedans. Je l'écoutais, immobile. Papa est mort, et tu as fait comme si tu pouvais tout porter. Tu nous as portés tous les deux, et moi, au lieu d'aider, j'ai voulu profiter. Parce que c'était plus simple, plus rapide. Elle pleurait maintenant, pas bruyamment. Ces larmes-là, ce sont les plus dangereuses. Celles qui viennent sans bruit, mais qui fissurent. Quand j'ai dit que tu étais inutile, je voulais dire: tu me fais peur. Tu me rappelles que je vais vieillir moi aussi, que je pourrais être seule, moi aussi, et que peut-être Lolo un jour me regardera comme je t'ai regardé. Je n'ai pas bougé. Alors j'ai voulu reprendre le contrôle, te déplacer, te ranger dans une case. Une résidence, un endroit propre, organisé. Mais ce n'était pas pour toi. C'était pour moi, pour éviter de voir. Je suis restée silencieuse. Ce n'était pas à moi de répondre. Pas tout de suite. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux lui ai-je enfin demandé. Elle a levé les yeux. Ils étaient rouges, gonflés. Je ne sais pas, peut-être juste recommencer, revenir, être présente autrement, apprendre à t'écouter, à respecter. Tu veux dire faire ce que tu n'as jamais fait. Elle a hoché la tête. Oui, je me suis levée. J'ai retiré le pain du four, l'ai découpé. L'odeur chaude du levain s'est répandue dans la pièce. Je lui ai tendu une tranche. Elle a mordu dedans comme une enfant, en silence. Il n'y aura pas de retour en arrière, Estelle. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, je ne l'oublierai pas. Mais je suis ta mère. Et les mères, ça ne ferme pas toujours les portes. Parfois, elles les laissent entr'ouvertes. Elle a posé la main sur la table, près de la mienne, sans me toucher. Merci, je n'ai pas répondu. Et puis, comme pour rappeler que la vie continue malgré tout, la sonnette a retenti, c'était Lolo. Elle ne savait pas que sa mère était là. Mais quand elle l'a vue, elle a souri un peu timidement. Estelle s'est levée, a hésité, puis elle a ouvert les bras. Lolo a mis quelques secondes, puis elle est venue s'y blottir, et moi je les ai regardés, sans rien dire. Pas avec indulgence, pas avec oubli, mais avec cette lucidité qu'on acquiert à mon âge. La mémoire est une maison pleine de pièces, et certaines portes doivent rester ouvertes pour qu'on puisse un jour y revenir. Je me suis assise ce soir-là avec un stylo et une feuille blanche, pas pour écrire une lettre, ni un testament, juste pour poser ce que j'avais en moi, pas les douleurs, pas la colère, mais ce calme nouveau, cette sensation étrange d'avoir enfin repris ma place dans ma propre vie. Le lendemain, j'ai ressorti mes papiers une fois de plus, pas pour les relire, je les connaissais déjà par cœur, mais pour les trier, les ranger, les préparer. Je voulais que tout soit clair, si un jour on venait à me remettre en question encore. Tout ce qui m'appartenait devait être protégé, inscrit, prouvé, j'ai même appelé la banque. Bonjour, je suis Cécile Fournier. Je souhaiterais obtenir une copie complète de tous les transferts effectués depuis 2017 depuis mon compte vers celui de ma fille. La voix au bout du fil a mis quelques secondes à répondre, puis on m'a proposé un rendez-vous, mardi matin. J'ai noté l'heure. Je suis restée calme. Quand je me suis rendue à l'agence, j'ai pris le bus comme d'habitude. À l'accueil, une jeune femme m'a regardée avec un petit sourire poli mais distant, jusqu'à ce que je sorte mon dossier, soigneusement étiqueté. Là, elle s'est redressée. Vous avez tout préparé, Madame Fournier? Toujours. Il n'y a que les imprévoyants qui se font voler. Elle a un peu rougi. Je n'étais pas là pour donner des leçons, mais je voulais qu'on sache que j'étais prête. On m'a sorti les relevés, ligne par ligne, virement après virement. Et chaque fois, je retrouvais les traces de ces moments où j'avais cédé sans discussion.
Virement Estelle, soutien achat voiture. Participation Lolo, stage d'été. Cadeau Noël, Philippe et Estelle. Petit montant, grand geste, jamais exigé, toujours espéré. Et moi, toujours prête. Quand j'ai quitté la banque, le dossier complet sous le bras, je me suis arrêtée dans un petit parc. J'ai regardé les feuilles jaunes tomber, les enfants courir entre les bancs. J'ai pensé à Marc. Lui aurait-il su poser des limites plus tôt? Peut-être, mais lui, on ne l'a jamais appelé inutile. Il est parti trop tôt pour en arriver là. En rentrant, j'ai tout classé dans un nouveau dossier. J'ai écrit dessus dossier Estelle, don, aide, transfert, un titre neutre, presque administratif. Mais pour moi, c'était un mur entre ce que j'avais accepté par amour et ce que je refusais désormais par respect pour moi-même. Dans l'après-midi, j'ai eu un appel. Mamie, c'est Lolo. Elle était seule chez son père pour le week-end. Elle voulait passer. J'ai dit oui, évidemment. Elle est arrivée à vélo, comme toujours. Une mèche de cheveux lui barrait le front, son écharpe mal nouée, les joues rouges. Tu sais ce qu'elle m'a dit, maman? Dis-moi, qu'elle voulait qu'on passe Noël chez toi, tous les trois, elle, papa, moi, pour faire les choses bien. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et toi, tu veux? Elle a haussé les épaules. Si c'est comme avant, oui, mais si c'est juste pour faire semblant, non, je veux pas du faux. Je l'ai regardée, cette petite femme devenue. 13 ans et déjà l'instinct de la vérité. Alors on verra, Lolo. On verra si elle veut vraiment réparer ou juste se faire pardonner à bon compte. Elle a soupiré. T'as raison, et toi, tu veux encore l'aimer? Cette question-là m'a prise de biais. J'ai jamais arrêté, mais aimer, ce n'est pas tout accepter. C'est aussi savoir dire stop, savoir dire là tu m'as fait mal et je ne veux plus. Elle m'a serré dans ses bras. Elle ne disait rien, mais elle comprenait. Le soir, j'ai écrit une dernière note dans mon carnet. Tout est en ordre, les comptes, les papiers, le respect, et j'ai dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans phrases qui tournent en boucle dans la tête. Car ce que j'avais fait, ce n'était pas une vengeance, c'était une réorganisation de ma dignité. Le rendez-vous avec Maître Delmas avait été posé pour un jeudi matin. Pas un hasard. Je voulais que ce soit un jour de semaine, un jour banal, pour montrer que ce que je faisais n'était pas un coup de colère, ni une réponse émotive, mais une décision. Froidement réfléchie, juridiquement encadrée. Quand je suis arrivée, il m'a accueillie avec ce sourire discret qu'ont les hommes qui savent que les vraies batailles se gagnent en silence. Vous avez bien avancé, Madame Fournier. J'ai posé mon dossier sur la table. Il contenait tout. Copie des virements, chronologie des aides, relevés bancaires, actes de propriété, correspondance. Je l'avais paginé, classé, titré. Vous m'avez dit l'autre fois que je pouvais formaliser les choses. Je suis prête. Il a pris son stylo, consulté ses notes. Vous pouvez en effet établir une déclaration unilatérale de maintien de propriété exclusive. Ce n'est pas un document obligatoire, mais il a un poids symbolique et juridique. Il permettra d'éviter toute requalification ou toute manœuvre future. Et je veux aussi ajouter une clause dans mon testament. Quelque chose de clair. Si elle conteste, elle perd. Il a levé un sourcil. Une clause d'exhérédation conditionnelle? Appelez-la comme vous voulez. Je veux qu'elle sache qu'il y a des limites et qu'on ne joue pas avec la loyauté d'une mère. Il a pris des notes. Je l'entendais écrire, le silence n'était troublé que par le frottement du stylo sur le papier. Vous pouvez également désigner une personne de confiance pour toute décision future, quelqu'un qui parlerait pour vous si un jour vous ne pouvez plus. Là, j'ai hésité, longtemps. Et si je choisissais ma petite fille? Il m'a regardé un instant, puis a hoché doucement la tête. C'est possible, si elle est d'accord. Elle a 13 ans, mais à sa majorité, elle pourra tout à fait remplir ce rôle. En attendant, vous pouvez la désigner symboliquement et désigner un avocat comme représentant légal temporaire. Je veux que ce soit noté, que ce soit elle, un jour, qu'elle sache que je lui fais confiance. Il a tout inscrit, et pendant qu'il rédigeait, je me suis sentie pour la première fois depuis des mois vraiment maîtresse de ma trajectoire. Pas une survivante, une décisionnaire. Avant de partir, il m'a tendu une copie. Vous pouvez garder ça dans un endroit sûr, et je peux transmettre une copie à votre banque, ainsi qu'à votre médecin traitant si vous le souhaitez. Faites-le, je veux que les choses soient claires pour tout le monde. Quand je suis sortie de l'étude, il pleuvinait légèrement. J'ai marché sans parapluie, lentement, comme si la pluie ne pouvait plus m'atteindre. J'ai passé devant une vitrine de vêtements. Il y avait un manteau rouge bordeaux, un beau tissu, solide. Je suis entrée.
presque sur un coup de tête. Je peux l'essayer? La vendeuse m'a aidée. Il m'allait, mieux que je ne l'aurais cru. Il est parfait sur vous, madame. Je vais le prendre. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais en moi, une petite voix a ajouté. Il me va parce que je ne baisse plus les épaules. De retour à la maison, j'ai rangé les papiers dans un classeur spécial que j'ai glissé dans le tiroir sous la télévision. Pas caché, pas secret, juste là où je pourrais le prendre, si besoin. Le téléphone a sonné vers 18 heures. Estelle. Maman, j'ai vu ce que le notaire m'a envoyé. Très bien. Tu veux vraiment que ce soit noir sur blanc entre nous? Il n'y a plus de entre nous, Estelle. Il y a moi et il y a le droit. Silence. Et Lolo dans tout ça? Lolo, elle est du côté de l'honnêteté, pas de la manipulation. Je te conseille de ne pas la mettre dans une position impossible. Elle a soufflé fatiguée. Tu vas finir par me haïr. Non, je vais finir par vivre tranquille. Et j'ai raccroché, je me suis versé un verre de vin, rouge, profond, comme ce manteau que je venais d'acheter, et j'ai compris que je n'étais plus dans une défense. J'étais dans la reconstruction. Elle est revenue encore une fois, sans prévenir. C'était un mercredi après-midi. La lumière passait à travers les rideaux comme un souvenir trop doux, et moi je triais du linge en écoutant une émission de cuisine à la radio. Quand j'ai entendu le bruit de la voiture, je n'ai pas bougé. Je savais que c'était elle. Elle est entrée sans frapper, comme si le fait d'avoir grandi ici lui donnait encore tous les droits, mais elle a refermé doucement la porte, pas comme d'habitude. Elle a même enlevé ses chaussures, posé son sac sur le banc de l'entrée. Quand elle est entrée dans le salon, elle m'a regardé un moment, puis elle a dit « Je ne viens pas pour me battre ». J'ai continué à plier les draps. Ça tombe bien, j'ai plus de place pour les batailles. Elle a souri un peu, un sourire épuisé. J'ai lu le dossier. Tout. Les virements, les dates, le testament, les clauses. Je n'avais pas compris que tu avais gardé autant de traces. Tu n'as jamais pensé que je pouvais être plus qu'une mère fatiguée. Elle a baissé les yeux, puis elle s'est assise, les mains croisées. Je voulais t'en parler calmement, mais je veux aussi être franche. Le notaire m'a dit que je n'avais aucun droit sans ton accord, et je l'ai compris, je l'accepte, mais ça m'a fait quelque chose. Ce n'est pas une défaite juridique, c'est une gifle morale. Je l'ai regardée. C'était peut-être la première fois qu'elle parlait sans manœuvre. Elle ne plaidait pas. Elle constatait. Tu sais, maman, j'ai cru longtemps que je méritais tout, que c'était normal que tu m'aides, que tu cèdes, que tu restes en arrière pendant que moi je prenais de la vitesse. Et j'ai pris ça pour de la faiblesse. J'ai pris ta gentillesse pour de la soumission. Je me suis trompée. Elle a levé les yeux vers moi. Il y avait un peu de brume dedans, mais pas de larmes. Juste cette clarté des gens qui ont enfin compris. Je suis venue te dire que je ne veux plus toucher à cette maison. Je veux que tu restes ici tant que tu en as la force et même après. Je veux que tu saches que je n'essaierai plus rien. Pas d'agent, pas de papier, rien. Je l'ai cru. Peut-être pas entièrement, mais assez pour écouter la suite. Et Lolo? Elle m'a dit qu'elle voulait passer le week-end ici, seule, juste toi et elle. Je lui ai dit oui, j'ai haussé un sourcil. Tu ne veux pas savoir ce que je vais lui dire? Je le sais déjà, et j'espère que tu le diras sans m'épargner, parce qu'elle a le droit de tout comprendre. J'ai replié le dernier drap, lentement, puis je me suis assise en face d'elle, et je lui ai dit « Tu m'as fait mal, Estelle, pas seulement avec tes mots, avec ton oubli, avec ta certitude de savoir mieux, avec ta manière de poser ton sac sur mes épaules comme si elle n'avait jamais été lourde. Et ce mal-là, je ne peux pas le rayer, mais je peux vivre avec, tant que tu ne recommences pas. » Elle a hoché la tête. « Je ne recommencerai pas. Alors on pourra peut-être parler, un jour, mais pas aujourd'hui. » Elle s'est levée, elle a pris son sac, elle a remis ses chaussures. Avant de sortir, elle s'est arrêtée. « Tu veux que je dise à Lolo d'amener quelque chose pour le week-end » ? Non, elle a juste à venir comme elle est. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti dans le silence qu'il n'y avait pas de triomphe, juste une étape. Un de ces moments calmes qui ressemblent à la fin d'un long hiver. Et en rangeant le linge dans l'armoire, j'ai souri à une vieille phrase que Marc répétait. Les gens changent rarement. Mais parfois, ils s'arrêtent à temps. Le samedi, Lolo est arrivée avec un sac léger et un air plus grave que d'habitude. Elle avait attaché ses cheveux en tresse, maladroitement, comme quand elle était petite et qu'elle refusait qu'on l'aide. C'était son geste à elle pour dire « Je veux faire seule ». Elle a laissé son vélo contre le mur, sans le cadenasser. Chez moi, elle sait qu'on ne vole rien. Elle est entrée, m'a embrassée sur la joue sans rien dire, puis elle a regardé autour d'elle comme pour vérifier que rien n'avait changé. J'ai pas pris grand-chose.
Juste un carnet et mon pyjama, c'est bon? C'est parfait, on a préparé le repas ensemble, une soupe aux lentilles, comme elle aimait quand elle avait 7 ans. Elle a coupé les carottes sans râler, les doigts un peu raides, concentrés. Je la regardais, cette enfant en transition, et je pensais, elle a tellement vu. Trop peut-être, mais elle tient debout. Après le repas, elle s'est installée sur le canapé avec son carnet. Moi, je tricotais en silence. Mamie? Oui? Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Je savais de quoi elle parlait, de tout, du silence, de la patience, de la manière dont on laisse les choses nous glisser sur le dos jusqu'à ce qu'elles pèsent trop. Parce que j'ai cru longtemps que ça finirait par passer, et parce que je t'aimais, toi, et je voulais que tu n'aies pas à choisir. Elle a baissé les yeux, puis elle a dit: mais j'ai déjà choisi. Je me suis arrêtée de tricoter. Elle a levé la tête. J'ai vu comment elle te parlait. Comment elle décidait pour toi, même quand tu n'étais pas d'accord. Elle dit que c'est de l'organisation, mais moi je crois que c'est juste de la peur. Elle a peur de vieillir, et elle a peur de toi parce que t'es plus forte qu'elle. Je ne m'attendais pas à entendre ça de sa bouche, pas avec cette clarté. T'es pas parfaite, mamie. Tu parles pas beaucoup, tu gardes tout en toi, mais t'es droite. Et quand t'as dit non, j'ai vu ce que c'était que de dire non avec dignité. Elle a marqué une pause. Et moi, je veux apprendre ça. On est tout resté longtemps sans parler. Les aiguilles ont repris leur rythme, le bois du poêle craquait doucement, la nuit tombait sur les vitres. Avant d'aller dormir, elle a posé son carnet sur la table. Je l'ai ouvert quand elle n'était plus là, juste par curiosité. Sur la première page, elle avait écrit: les femmes de ma famille. Une parle trop, l'autre pas assez. Mais les deux se battent. Moi, je veux trouver ma façon à moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement reposé le carnet, remis ma laine dans le panier et soufflé une bougie. Ce soir-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas raté, quelque chose que j'avais transmis sans le savoir. Ma petite fille ne me défendait pas parce qu'elle avait pitié. Elle me regardait avec respect. Elle s'est réveillée avant moi. Quand je suis descendue, elle était déjà dans la cuisine, les pieds nus sur le carrelage froid, en train de préparer du thé avec l'attention d'un petit soldat en mission. Elle avait posé 2 tasses, aligné les cuillères, sorti le pot de miel. J'ai pas voulu faire de bruit. Tu peux faire tout le bruit que tu veux, Lolo. Cette maison, elle est autant à toi qu'à moi. Elle a souri sans répondre. On a bu le thé en silence, face à la fenêtre. Dehors, le figuier perdait ses dernières feuilles, une par une, sans se presser, comme si l'arbre lui-même savait qu'il faut lâcher ce qui ne tient plus. Mamie, pourquoi tu restes là? Je veux dire, vraiment? Pourquoi tu ne pars pas ailleurs? Au bord de la mer, dans un petit appartement tranquille? Elle n'avait pas l'air de vouloir m'en convaincre. C'était une vraie question, curieuse, profonde, parce qu'ici c'est le seul endroit où je n'ai jamais eu besoin de me justifier. Chaque meuble, chaque marche, chaque tache sur le mur connaît mon nom. Et parce qu'on ne reconstruit pas une vie à 78 ans, Lolo, on l'habite jusqu'au bout. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait sans tout comprendre. Dans la matinée, on est sorti dans le jardin. Elle a ramassé des feuilles mortes, m'a aidé à replier les bâches. À un moment, elle s'est arrêtée net. Tu crois que maman changera un jour? Je l'ai regardée. Je crois qu'elle lutte encore contre elle-même. Elle veut bien faire, mais elle se débat avec son besoin de tout contrôler. Et elle a peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être aimée, peur que toi, un jour, tu lui dises ce que moi je n'ai jamais dit assez fort. Tu veux que je lui dise? Non, je veux que tu restes droite. Ta mère, elle a besoin d'un miroir qui ne ment pas d'un juge. Elle était restée silencieuse un moment, puis elle a repris son tas de feuilles. Elle travaillait comme pour comprendre, comme si chaque geste lui permettait de replacer les morceaux du puzzle. Vers midi, on a cuisiné ensemble. Des œufs au plat, du pain grillé, une salade de pommes de terre. Rien de grand, mais c'était un repas sans tension, un vrai. Entre deux femmes, l'une en chemin, l'autre en veille. Après manger, elle m'a regardé droit dans les yeux. Est-ce que tu vas changer ton testament? Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle posait la question. Elle avait dû entendre sa mère en parler au téléphone, ou peut-être avait-elle lu quelque chose sur un papier laissé traîner. Je vais juste préciser certaines choses. Pas pour punir, pour protéger et pour que les liens ne soient pas confondus avec des droits. Et moi, toi, tu es dans mon cœur. Et bientôt, tu seras aussi dans mes papiers. Pas pour l'argent, pour que personne ne t'efface. Pas même ta mère. Elle a souri.
Pas un sourire joyeux, un sourire sérieux, plein de cette gravité qu'on ne devrait pas avoir à 13 ans, mais qu'on porte parfois malgré tout. L'après-midi, elle a sorti son carnet. Elle écrivait en silence, assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, un stylo mordillé entre les dents. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle écrivait, mais en passant près d'elle, j'ai vu un mot souligné 2 fois. Transmission. Le soir est tombé doucement. Elle a rangé ses affaires sans qu'on lui demande. Puis elle est venue me voir, m'a pris les mains. Tu sais, mamie, même si on ne vit pas ensemble, t'es mon chez moi, je n'ai rien su répondre. Il y a des phrases qu'on ne recouvre pas. On les garde comme des talismans. Son père est venu la chercher vers 20 heures. Il est resté dans la voiture. Elle m'a embrassée, longuement, puis elle est montée sans se retourner. Et moi, je suis restée là, sur le pas de la porte, le cœur un peu serré, mais debout. Je me suis dit, elle est jeune, mais elle sait déjà ce que c'est que d'aimer sans mentir. Et c'est peut-être la seule chose que je voulais qu'elle comprenne. Le lundi suivant, j'ai reçu une lettre. Pas un mail, pas un message sur mon téléphone. Une vraie lettre, manuscrite, sur du papier ligné, plié proprement, dans une enveloppe beige avec mon nom écrit d'une écriture que je connaissais trop bien. Estelle. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai posée sur la table, à côté de ma tasse de café. J'ai regardé le papier comme on regarde une blessure refermée qu'on aurait peur de rouvrir. Et puis, au bout de quelques minutes, je l'ai ouverte. Elle n'avait pas mis de formule, pas de maman, pas de cher, pas même de date, juste son écriture, droite, appliquée, presque tendue. Je ne savais pas comment te dire ça en face, alors je l'écris. Tu as raison sur beaucoup de choses, sur ce que j'ai fait, sur la manière, sur mes silences, mes coups de pression, ma façon de faire comme si tu n'étais plus capable. C'était injuste et blessant. J'ai eu peur que tu refuses de me parler à jamais, et peut-être que je l'aurais mérité. Mais je voulais que tu saches que je ne contesterai rien, ni le testament, ni les papiers que tu as faits, ni ta décision de rester là. C'est ta maison, c'est ton droit, et surtout, c'est ta vie. Je voulais aussi te dire que Lolo t'admire, que ce que tu as fait l'a marqué. Elle m'en parle parfois. Elle te regarde comme on regarde une montagne. Moi aussi un peu, même si ça me coûte de l'admettre. J'ai peut-être été une fille ingrate, mais je suis aussi une femme qui apprend. Je ne demande pas qu'on redevienne proche. Je sais que ce genre de choses ne se décide pas sur commande, mais je veux qu'on se parle autrement, pas comme mère et fille figées dans leur rôle, comme 2 femmes qui ont traversé, chacune à leur manière. Je t'embrase, si tu veux bien. Je suis restée là un moment, la lettre dans les mains, le silence autour de moi. Pas d'émotion spectaculaire, juste ce genre de calme qui suit une pluie longue. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai rangé la lettre dans un tiroir avec celle que Marc m'écrivait quand il partait en déplacement. Ce tiroir que je n'ouvre presque jamais, mais qui existe, preuve que tout ce qu'on a ressenti un jour laisse une trace. 3 jours plus tard, Estelle m'a appelée. Tu as lu? Oui. Tu veux qu'on se voie? Pas encore. Elle n'a pas insisté. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Le dimanche suivant, Lolo est revenu. Cette fois, avec un petit sac rempli de papier, de ciseaux, de rubans. On fait les cartes de Noël à la main cette année. Maman veut pas acheter les trucs déjà faits. C'est elle qui a proposé? Non, c'est moi. Et elle a dit oui. On s'est installé sur la table du salon, celle que je voulais soi-disant vendre, et on a découpé, collé, ri un peu. Elle m'a montré comment faire des étoiles en pliant le papier sans règle, juste à l'instinct. À un moment, elle m'a tendu un morceau de papier découpé en cœur. À l'intérieur, elle avait écrit Merci d'exister encore. Je n'ai pas parlé, j'ai juste serré le papier contre moi. Puis elle m'a demandé si je voulais faire une carte pour sa mère. J'ai hésité. Puis j'ai dit oui, pas par faiblesse, par volonté, parce qu'il faut parfois faire un premier pas même quand on a déjà parcouru tout le chemin seul. J'ai écrit, je t'ai lu, j'ai entendu. Les portes restent fermées un temps, mais les fenêtres, parfois, s'ouvrent d'elles-mêmes. Bon Noël. On a mis la carte dans une enveloppe. Lolo l'a glissée dans son sac. En partant, elle m'a prise dans ses bras. Tu sais que tu n'es pas vieille, mamie. Tu es solide. Et c'était peut-être le plus beau mot qu'on m'ait jamais offert. Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir du couloir. J'ai touché mes joues, mes rides, mes yeux fatigués. Et j'ai pensé, oui, solide, ce n'est pas rien, c'est déjà beaucoup. Je suis allée voir Marc. C'était un mercredi matin, le ciel gris pâle, sans menace mais sans chaleur non plus.
Ce genre de lumière qui ne choisit pas de saison. J'avais pris le bus jusqu'au cimetière, comme d'habitude, un petit sachet de fleurs séchées dans mon sac et un foulard noué serré autour du cou. Pas tant pour le froid que pour me donner une contenance. Je ne vais pas souvent sur sa tombe. Ce n'est pas là que je le sens. Je le sens dans la maison, dans la façon dont la cafetière goûte le matin, dans les volets qui grincent, dans mon dos quand je m'appuie contre le dossier de notre vieux fauteuil. Mais là, j'avais besoin de lui parler autrement, de poser des mots quelque part où personne ne répond. J'ai nettoyé la pierre doucement, en silence, je ne lui ai pas parlé tout de suite, je l'ai laissé venir. Puis, au bout de quelques minutes, je me suis assise sur le petit banc en fer, et j'ai commencé. Tu sais, j'ai tenu comme tu m'avais dit. Sois droite, Cécile, même quand ça tremble. J'ai tremblé, Marc, mais j'ai tenu. J'ai sorti la lettre d'Estelle. Je l'avais gardée dans mon sac. Je l'ai lue tout haut, doucement, sans dramatiser. Juste pour que les mots existent à voix nue. Puis, j'ai ajouté: elle regrette, ou du moins, elle essaie de comprendre ce qu'elle a fait. Ce n'est pas rien, c'est un début. Mais tu me connais, je ne vais pas tout lui offrir d'un coup. Je ne suis pas venue ici pour te dire que tout est réparé, mais peut-être que les fissures se remplissent lentement, pas avec de l'oubli, avec autre chose. Du respect, je crois. Le vent s'est levé doucement. Une feuille morte est passée entre mes pieds. C'était comme un soupir. Et Lolo. Ah, Marc, Lolo. Elle a une force douce, cette petite. Elle est droite, elle parle vrai, elle voit ce que les adultes préfèrent cacher. Et elle m'écoute, pas par politesse, par amour. C'est elle, maintenant, mon relais, ma mémoire future. Je me suis levée et posé les fleurs au pied de la stèle. Pas une gerbe, pas un bouquet, juste quelques brins de lavande séchés, un peu de romarin, des plantes qu'on partageait, qui sentent encore la vie. Tu vois, j'ai pas cédé, elle a essayé plusieurs fois. Elle a dit des mots qu'on ne dit pas à sa mère. Elle a cru que j'étais un poids, un obstacle. Mais je suis restée et j'ai parlé. J'ai relevé les épaules. Je me suis fait entendre et j'ai fait ce que tu m'avais laissé entre les mains. Tenir la maison, tenir le nom, tenir la mémoire. Je suis restée un moment là, debout, à regarder la pierre. Elle ne me répondait pas, évidemment, mais je sentais quelque chose de plus dense dans l'air, une présence paisible, comme s'il disait, sans parler, je savais que tu y arriverais. Avant de partir, j'ai sorti un petit carnet. J'y ai noté une phrase. Une seule. On ne naît pas forte, on le devient quand plus personne ne vous tient la main. Puis j'ai replié la couverture, remis le carnet dans mon sac, et je suis repartie. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à tout ce que j'avais traversé ces derniers mois, à cette lente reconquête de ma parole, à la douleur, oui, mais aussi à la clarté. J'ai pensé qu'il n'y aurait pas de miracle, pas de transformation soudaine. Estelle resterait Estelle, Lolo grandirait, moi je vieillirais encore un peu. Mais j'avais repris ma place, pas comme une revanche, comme un ancrage. Et quand je suis rentrée chez moi en posant mes clés sur la table, j'ai dit tout haut, pour moi seule, voilà, je suis chez moi. Ce n'était pas une victoire, c'était une affirmation. La maison était calme ce matin-là. Ni appel, ni visite, ni projet. Juste le silence, mais pas celui des jours tristes, celui qu'on choisit, celui qui apaise. J'ai ouvert les volets plus tôt que d'habitude. La lumière entrait par les carreaux avec une douceur de mars, presque tiède. Sur la table, il y avait encore quelques restes du repas de la veille. Une assiette, un couteau, un quignon de pain que je n'avais pas eu le cœur de jeter. J'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai regardé autour de moi. Chaque objet avait sa place. Rien n'avait changé depuis que Marc était parti, mais tout avait bougé, lentement en moi. Le dossier bleu, celui avec le testament, les lettres, les preuves, les mots écrits trop tard, étaient rangés dans le buffet. Plus besoin de l'ouvrir. Je savais ce qu'il contenait, et surtout, je savais ce qu'il ne contenait pas. La paix. Elle, je l'avais gagnée ailleurs, un peu dans les silences, beaucoup dans les mots enfin dits. Estelle ne venait plus aussi souvent. Elle appelait, parfois, pour dire peu, mais c'était déjà autre chose, moins de contrôle, moins de ton sec. Elle savait qu'il y avait un mur désormais, pas un mur pour la punir, un mur pour me protéger. Lolo, elle, venait presque tous les samedis. Elle apportait des petits gâteaux faits maison, parfois un livre, parfois rien. Juste sa présence. Elle s'asseyait, elle écrivait. Parfois, elle me lisait ce qu'elle écrivait. C'est pour plus tard, mamie.
Quand tu ne seras plus là, je veux qu'on sache que t'étais là pour de vrai. Je lui ai dit une fois, écris surtout que j'ai fini debout. Elle avait souri, elle avait compris. Ce jour-là, j'ai pris une feuille blanche. Pas une lettre, pas un testament, une sorte de bilan. Pour moi, j'ai écrit, je suis née en 1947. J'ai été fille, épouse, mère, trop souvent en silence. Pas par faiblesse, par peur de gêner, de perdre, de blesser. On m'a appelée gentille, serviable, discrète, puis on m'a appelée inutile. Mais je suis encore là, vivante, clairvoyante, et enfin entendue. J'ai appris que l'amour sans respect finit par peser plus qu'il ne soulage, et que dire non peut être un acte d'amour aussi fort que dire oui. Je n'ai pas gagné une guerre, j'ai simplement récupéré ma voix, j'ai plié la feuille, je l'ai mise dans une enveloppe sans nom, je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de chevet, pas pour qu'on la trouve, mais pour me rappeler que j'ai su poser mes propres mots, sans colère, sans cri, juste avec cette force tranquille que les femmes de mon âge ont trop longtemps gardée pour elles. Puis j'ai regardé l'heure. Lolo allait arriver dans 30 minutes. Je suis sortie sur le pas de la porte, le manteau rouge sur le dos, celui que j'avais acheté le jour où j'étais allée chez le notaire. Je me suis assise sur le banc, les oiseaux chantaient, le linge pendait à la corde. Tout était là, exactement comme il fallait. Je n'attendais plus qu'une chose, continuer. Et si tu lis cette histoire, toi, femme peut-être un peu oubliée, peut-être déjà appelée de trop, je n'ai qu'une chose à te dire, ne laisse personne écrire ta fin à ta place. Debout, toujours. Et si cette histoire t'a parlé, partage-la même en silence. Une autre femme t'écoute sans que tu le saches.